bonjour à toutes et à tous. Faut que j'appuie comme ça. Oui. Là, c'est bon. C'est au milieu en bas. Là, il clignote rouge et vert. Il est rouge. Ah voilà. Je disais donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là au CNL en présentiel ou en distanciel sur les réseaux sociaux pour la conférence de presse du Festival international de géographie, la 32e édition qui se tient du 1er au 3 octobre, hein, le traditionnel premier week-end d'octobre. Voilà, c'est un moment assez important. On est fébrile, évidemment, puisque après un an à travailler une programmation, à se poser plein de questions en équipe, on a enfin à peu près terminé les choses, et donc on va pouvoir vous en présenter les grandes lignes avec ce thème corps qui est un peu original en géographie, qui a pu peut-être surprendre, mais on va vous expliquer avec notamment la directrice scientifique de cette édition, Marion Tillous, pourquoi il n'est pas du tout absurde, bien au contraire, de réfléchir à cette question du corps en géographie. Et puis le territoire invité, l'Europe, ou plutôt les Europes, j'en dirai un mot tout à l'heure, à quelques semaines maintenant de la présidence française de l'Union européenne. On voulait réinterroger l'actualité de ce territoire. Au total, on va vous proposer pendant 3 jours plus de 170 rencontres, rendez-vous de toutes sortes pour tous les publics. Alors évidemment, les géographes avertis, les étudiants, les profs, mais aussi ceux qui aiment simplement la géographie sans forcément la connaître dans le détail. L'idée, c'est que chacun, comme d'habitude, y trouve son compte entre des rencontres scientifiques, des rencontres littéraires, des rencontres sous forme d'ateliers cette année, des expositions. Voilà, on va vous dire quelques mots de cette programmation riche. Et pour commencer à en présenter les grandes lignes, je laisse la parole à David Valence, le maire de Saint-Dié-des-Vosges et vice-président de la région Grand Est. Eh bien, pendant pas mal d'années ici, et notamment à plusieurs reprises au cours des dernières années, cette conférence de presse avait lieu avec un invité de plus, puisque le président fondateur du festival, Christian Pierret, a longtemps été présent à mes côtés. Et au moment où on fait cette conférence de presse, avant cette nouvelle édition, je voudrais, comme il aurait pu le faire, essayer de replacer cette édition du festival dans l'esprit d'origine, de fondation de cette manifestation singulière, qui reste aujourd'hui encore un des plus grands festivals de sciences humaines dans notre pays. L'esprit de ce festival, dans le fond, au-delà de la volonté de promouvoir Saint-Dié-des-Vosges, de rappeler aussi son histoire, de prendre appui sur son histoire plutôt pour créer une manifestation culturelle, c'était d'abord d'affirmer une certaine vision de la géographie et une vision française de la géographie humaine, plus opposée, non pas opposée, mais en tout cas complémentaire à la géographie physique qui est chère souvent à nos amis allemands et ailleurs d'ailleurs en Europe. Et avec ce thème de corps, on est en plein dans cette notion de géographie humaine. Quoi de plus humain, quoi de plus conforme à ce que sont les objectifs, les méthodes de travail de la géographie humaine, que ce que nous allons interroger comme objet, par exemple le corps dans la rue, le rapport à l'espace physique, à l'espace urbain tel qu'il est organisé par nos politiques, le rapport du corps dans l'hôpital. Là aussi, on est dans une géographie qui rencontre parfois la sociologie, mais pour montrer aussi la spécificité de ces objets. Quoi de plus conforme aussi aux objectifs de la géographie humaine que d'interroger la place du corps dans l'école, par exemple, comme ce sera le cas dans plusieurs conférences. Donc on est vraiment dans cette fidélité à cette philosophie. Et je crois que c'est très important quand on fait évoluer une manifestation aussi de toujours bien s'assurer que le fil est tendu avec les objectifs de départ. Et là, nous y sommes en plein avec ce thème de corps. Je dirais aussi que l'un des deuxièmes objectifs principaux du festival au moment où il a été créé, c'était d'être en résonance immédiate avec les enjeux de l'actualité et de donner sur ces enjeux des éléments d'éclairage que dans le fracas du débat contemporain, et je crois que le fracas est devenu encore plus fracassant depuis une trentaine d'années, eh bien, des éléments qu'on ne retrouve pas forcément de façon aussi claire et avec la même profondeur. Bon.
Et avec l'espace géographique invité de l'Europe, on est en plein dans cet écho à l'actualité. Peut-être que si nous avions, il y a 10 ans, posé ce thème d'Europe sur la table, on aurait bien sûr dit, parce qu'on le dit tous les ans au festival, qu'on est en plein au cœur de l'actualité, mais peut-être qu'il y aurait eu une part forcée dans ce discours, parce que finalement, il y a 10 ans, on avait l'impression que l'Europe n'avançait plus. Et aussi bien du point de vue de ses élargissements qui n'apportaient plus d'approfondissement que du point de vue de sa philosophie politique. Or, à cette règle qui voulait que l'Europe avance toujours, en tout cas l'Europe comme construction, avance toujours à mesure qu'on élargissait la réalité de l'Union européenne, s'est substitué ces dernières années une autre réalité, un autre principe de géopolitique qui est de dire que l'Europe avance dans la crise. Puisque décider ensemble un grand plan de relance européen, je pense que beaucoup en avaient rêvé, y compris en 2008, ça ne s'était pas fait au moment de la crise financière. Et là, c'est une réussite indiscutable qui fait que, de façon encore plus marquée et pour des éléments de soutien à l'économie et d'innovation, il va y avoir une forme de solidarité européenne pour ensemble dépasser ce stade de la crise et faire que ceux qui redémarrent plus vite, comme l'Allemagne, que d'autres qui redémarrent un peu moins vite, comme c'est le cas notamment des pays du sud de l'Europe, eh bien, bénéficient ensemble de cette solidarité, de cette réalité physique de l'Union. Donc incontestablement, un cap a été franchi dans la façon de fonctionner de l'Europe. Et je dirais que c'est concomitant aussi avec une politique de mobilisation des ressources monétaires en Europe qui a été considérablement assouplie par rapport à ce qu'on connaissait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. La Banque centrale européenne était un projet à peine abouti il y a 20 ans avec la création de l'euro. Il y a 10 ans, on était dans une doxa de rigueur qui apparaissait presque comme une censure des projets de construction européenne. Là, aujourd'hui, on est très clairement dans une banque qui a fait le choix de la croissance européenne et de la relance. Bon. Donc, je dirais que sur ce projet d'une géographie humaine, d'illustration d'une géographie humaine pensée en France, et sur cette volonté d'être en appréhension avec les enjeux de l'actualité, ce festival sera tout à fait dans l'esprit fidèle à ce qui était voulu au départ, au moment de sa fondation, il y a désormais plus de 30 ans. Et bien sûr, le président Thibault Sardier le disait, il y a chaque année, et c'est normal, un élément de surprise qu'il faut ménager. C'est ce que nous essayons de faire dans le choix du thème. Alors, là aussi, c'est pas la première fois qu'on dit le thème est surprenant, mais la volonté du choix de ce thème, c'est aussi de montrer que la géographie peut s'approprier des objets qui peuvent apparaître dans leur intitulé éloigné d'elle, parce qu'elle a vocation à être, on l'a dit souvent, une science carrefour des sciences humaines, une science qui réunit. Et c'est aussi ça la vocation du festival, faire sortir les chercheurs de leur laboratoire, bien sûr les faire rencontrer le public, mais aussi les faire rencontrer des spécialistes d'autres sciences humaines, pas enfermer la géographie dans son champ disciplinaire, comme c'est parfois le cas dans nos sections de CNU et autres. Et je pense qu'on sera fidèle à cet esprit-là cette année. Alors, bien sûr, en tant que maire, je terminerai par là, je suis très heureux qu'on puisse bien articuler cette programmation scientifique avec la vie de la ville et avec une programmation repensée du point de vue du spectacle vivant notamment, avec le samedi soir pas mal d'innovations. On sera très heureux d'accueillir le Ballet de Lorraine, par exemple, à cette occasion. Je pense que c'est important de bien ménager cet esprit festival qui fait que au 170, c'est déjà un petit peu plus que l'an dernier. On remonte tout doucement. Je crois qu'il y a une vingtaine d'événements scientifiques en plus. On était monté jusqu'à 250. L'année dernière, avec un festival un peu réduit, on était à 150. Là, on est à 170. On revient vers la normale. Eh bien, c'est important de ménager l'esprit festival avec ces événements scientifiques, ces rencontres, les événements plus populaires comme le Salon de la gastronomie. Bien sûr, le Salon du livre, dont je ne me lasse pas, cher Olivier Huguenot, de rappeler que après le livre sur la place, cela reste le plus gros événement littéraire de Lorraine en nombre de livres vendus. Et c'est important de le rappeler, de le redire. Et puis, la programmation du spectacle vivant, la programmation du cinéma.
Bref, tout ce qui fait l'esprit festival, le fait qu'on a l'impression de parler une langue commune pendant 3 jours à Saint-Dié-des-Vosges, qu'on soit citoyen d'un village à côté de Saint-Dié ou professeur d'histoire-géographie dans l'ouest de la France, curieux de géographie qui habite en Espagne. Bref, on se retrouve. On se retrouve et on parle une langue commune qui est celle de la curiosité et de la volonté d'aller plus loin que les analyses superficielles qu'on a le temps de retenir au quotidien. Un grand merci au Centre national du livre, pour terminer, de nous accueillir. Je me réjouis aussi que sa présidente Régina Tchondo puisse être présente physiquement à Saint-Dié-des-Vosges pendant une grande partie du week-end. C'est important parce que ça montre la confiance qu'une grande institution culturelle nationale nous fait, au-delà du soutien qu'elle nous apporte chaque année. Parce que le soutien, les partenariats sont aussi des hommes et des femmes, ce sont des relations de confiance humaines qui se tissent année après année, jour après jour. Un grand merci aussi à Thibaut et à Marion qui ont travaillé sur cette édition avec les aléas qu'on connaît à chaque édition, les déceptions, les contraires, les satisfactions, les moments d'excitation, de découragement. Et puis à toute l'équipe du Festival international de géographie. Quand je dis équipe, je pense bien sûr à la directrice Victoria Caps, à Olivier Huguenot, à l'ensemble de l'équipe, des équipes de la ville. Je les remercie d'ores et déjà. Il ne reste plus qu'à faire maintenant. Je pense qu'on va vivre ensemble un très bel événement populaire, une fête du savoir, que je me réjouis de vous offrir à Saint-Dié, puisque j'aurai encore cette année le plaisir de vous y accueillir. Alors David, tu parlais de la géographie comme d'une science carrefour. Le festival, c'est un peu aussi un festival carrefour entre les disciplines. Et on est heureux de recevoir à la présidence de cette édition 2021 un historien pour faire dialoguer historien et géographe, en la personne de Georges Vigarello, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du corps, qui a publié l'an dernier une très intéressante histoire de la fatigue et du corps fatigué. On l'entendra à la fin de la conférence de presse, puisqu'il a enregistré pour nous quelques mots où il nous confie sa lecture du programme, et vous verrez qu'il a l'air assez stimulé et intéressé par pas mal de choses dans la programmation. Alors maintenant, je vais donner la parole à celle qui justement est sortie de son labo, comme le disait David, pour ses travaux de terrain et pour son engagement toute cette année donc dans la programmation corps du festival. Donc c'est la directrice scientifique 2021, Marion Thious. Voilà Marion, je te laisse la parole. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup à la ville de Saint-Dié, à l'ADFIC pour la confiance dont vous m'avez témoigné. J'ai eu un grand plaisir, j'en ai toujours, à assurer la direction scientifique de cette édition du FIG et voilà, c'est vraiment un travail passionnant. Alors effectivement, le corps n'est pas un objet auquel on s'attendrait en géographie, mais c'est vrai que l'épidémie du coronavirus nous a brutalement rappelé qu'on avait un corps. Donc c'est difficile de l'oublier maintenant. Et surtout, le confinement nous a montré que notre perception du monde pouvait être radicalement et brutalement modifiée. Et donc, on a envie de saisir cette occasion pour faire du FIG un moment où on voit que des perceptions du monde différentes pouvaient cohabiter et faire un festival de géographie incarné, ancré. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que des corps différents ont des perceptions du monde différentes? Ça veut dire que il est possible, donc on aura par exemple une conférence sur la géographie sourde, sur le monde des sourds, et Mike Gulliver, donc qui est un invité international, nous expliquera comment on peut envisager les perceptions des sourds, non pas en termes de limites et de handicap, mais comme un monde qui n'est pas possible d'envisager par les entendants et les entendantes. Et c'est ça qu'on a envie de faire, c'est faire porter des voix différentes par des géographes qui sont eux-mêmes divers et multiples. Donc la géographie du corps, c'est d'abord une géographie de corps qui perçoivent le monde de manière différente. Mais la question du corps en géographie, c'est aussi la manière dont les corps sont perçus. Et ça, c'est aussi un enjeu du festival, c'est de montrer que la manière dont des attributs corporels sont utilisés pour asseoir des rapports de domination, donc avant tout des rapports de domination racistes et sexistes, mais pas uniquement, on envisagera aussi les questions d'âge, etc., et de handicap. Tout ça nous montre que l'accès à l'espace n'est pas le même pour tous et pas le même pour toutes.
on aura une table ronde sur le racisme. On verra qu'une société d'apartheid divise les prétendues races dans l'espace, que ce soit à l'échelle micro, à l'échelle des toilettes par exemple. On aura un café géo sur les toilettes qui abordera aussi la question du racisme dans les toilettes, mais aussi à l'échelle d'une ville, voire d'une région entière. Et on verra aussi que c'est vrai pour les sociétés traversées par le racisme, comme le montre la relégation des populations roms aux marges des zones urbaines. Donc l'enjeu de mettre le corps au centre de cette édition, c'est aussi fourbir des armes pour penser la justice spatiale. Et donc on abordera cette notion aussi qu'on aimerait voir centrale dans le festival. Voilà, donc j'ai parlé du racisme, et effectivement, comme l'a signalé David Valence tout à l'heure, quand on regarde les centres-villes, on remarque qu'ils se vident la nuit, que les usagères féminines quittent les espaces qui deviennent presque exclusivement masculins. Donc on aura aussi une table ronde sur les femmes à la conquête de l'espace public. Alors, parlons de la nuit. Donc, justement, dans cette 32e édition du FIG, une des nouveautés, c'est le fait qu'on va avoir une programmation nocturne qui aura lieu le samedi soir, qu'on a appelée la nuit au musée, et qui sera faite de conférences, de tables rondes, mais aussi de projections, de lectures et d'espaces informels qui permettront des échanges aussi un peu de manière informelle autour de l'espace qui sera donc le musée de Saint-Dié. Pour le programme scientifique de cette nuit, ce qu'on aimerait mettre au centre, c'est une partie de la discipline qui est assez minoritaire, qui est la géographie des sexualités. Alors, les sexualités, ça paraît un sujet subalterne, mais en fait, il y a un enjeu fort à parler des sexualités, et c'est aussi ce qu'on a voulu montrer avec cette partie de la programmation. Par exemple, le fait d'appartenir à une sexualité minoritaire fait que des personnes vont être contraintes à la migration, que ce soit le passage du rural vers l'urbain ou dans l'autre sens aussi, on le verra, ou bien des migrations internationales parce qu'on peut être concerné par des lois qui nous mettent en danger jusque dans notre intégrité physique. Et ces migrations provoquent aussi des regroupements communautaires qui donnent lieu à l'émergence de quartiers, les quartiers gays dans les grandes métropoles internationales, par exemple. Ça se fait de manière inégale selon les pays et selon la taille des agglomérations. Donc ça aussi, c'est des enjeux à étudier, cette dimension spatiale de pratiques qui ont l'air d'être très cantonnées aux espaces privés. On connaît aussi l'existence des quartiers rouges. Les quartiers où on a des sexualités tarifées qui donnent aussi lieu à des concentrations, mais aussi à des aménagements spécifiques de la part des politiques publiques. Et puis on abordera l'espace public comme le lieu aussi de la revendication autour des sexualités, avec les marches des fiertés, etc. Parler de la géographie des sexualités, c'est aussi parler de la manière dont une science s'élabore et dont une discipline va s'ouvrir à de nouveaux objets. Et donc on évoquera avec là aussi un de nos invités internationaux qui s'appelle Michal Pitonak, qui vient de Prague et qui entrera en discussion avec Marianne Bidon pour savoir comment cette partie de la discipline se construit, émerge, et en comparant Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, même si ces divisions seront elles-mêmes remises en cause. Je vais terminer ma présentation pour dire que on a aussi voulu fortement insister lors de cette édition du FIC pour penser la place du corps dans l'enseignement, dans les pratiques pédagogiques. Donc pas uniquement savoir comment la géographie du corps se transmet, même si c'est des questions importantes, mais aussi savoir comment le corps de l'élève, le corps de l'étudiant ou de l'étudiante avait sa place en géographie. La géographie, c'est une discipline de terrain, donc le corps est en première ligne dans la production des savoirs et dans leur transmission. Donc on verra, je pense que Thibaut en parlera tout à l'heure, qu'on aura toute une série d'ateliers qui permettent d'imaginer d'autres manières de co-construire les savoirs et de les transmettre. Et puis on abordera aussi, on aura une table ronde sur un retour d'expérience d'enseignantes sur les périodes de confinement, la manière dont ça a transformé leur expérience pédagogique. Et à travers ça, on parlera du corps de l'enseignante et du corps de l'élève dans l'enseignement de la géographie de manière générale. Voilà, merci. Merci beaucoup Marion.
Alors effectivement, tu as beaucoup insisté sur cette nuit au musée qui est pour nous une des nouveautés importantes, puisque je crois que c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, où la programmation scientifique, littéraire et festive du festival se prolongera aussi tard dans la soirée et dans la nuit. La nuit au musée, c'est parce que ça se déroulera essentiellement au musée Pierre-Noël de Saint-Dié. Et voilà, donc on espère que le public sera au rendez-vous jusqu'à ces heures tardives, puisqu'on a pour la suite, pour les prochaines éditions, plein d'idées d'autres thématiques qu'on pourra explorer dans ce cadre-là, qui sera, je l'espère, un peu particulier aussi par rapport aux autres ambiances du reste du week-end. Quelques rendez-vous aussi sur les grandes tables rondes qui permettent de compléter ce que tu as dit. Le vendredi, une grande table ronde qui s'intitule « Quand la santé divise le monde ». On essaiera de voir justement comment la différence des organisations de systèmes hospitaliers, de rapport au corps et à la santé peut permettre de dresser aussi des découpages du monde qui ne sont pas que des découpages par continent ou par pays. Dans un registre totalement différent, une table ronde le samedi après-midi sur les corps augmentés. Qu'est-ce que le fait d'avoir un smartphone et une montre connectée, d'avoir une armure numérique quand on est un soldat, change à la pratique de l'espace pour toutes ces personnes, à commencer par nous au quotidien. Et puis tu le disais, un grand intérêt pour la question de l'enseignement, de l'apprentissage. Donc on aura une grande table ronde, enseigner et apprendre pendant la crise sanitaire. Beaucoup d'entre nous ont fait l'expérience d'enfants, de petits-enfants ou eux-mêmes en tant qu'étudiants, de la difficulté depuis 1 an et demi à suivre les cours, à travailler en distanciel, à vivre cette séparation des corps et la tentative de les rapprocher par le numérique. Et donc on essaiera de mesurer ce que ça a pu produire dans notre rapport à l'espace et dans notre rapport aux autres. Et puis l'autre nouveauté, ce sont effectivement le grand nombre d'ateliers qu'on a voulu proposer cette année. Comme Marion l'a dit, l'une des motivations importantes de mettre le corps au centre du festival, c'était de voir comment notre façon de percevoir l'espace qui nous entoure était notre première arme géographique d'une certaine façon, et qu'on n'avait pas tout à fait forcément les mêmes armes selon sa taille, son poids, le fonctionnement de ses sens et tout ce qu'on peut imaginer. Donc on a une quinzaine d'ateliers qui sont accessibles à tous les âges sur des thèmes très différents qui vont interroger comme ça ces perceptions. Alors il y a le très classique et très fidèle Concours Carto, qui est une association partenaire du festival depuis pas mal de temps, qui nous proposera de composer nos propres cartes à partir d'un texte qui est pour l'instant gardé secret, mais je pense qu'il sera question de près ou de loin du corps. Il y a une conférence assez original, je dois dire, une conférence déambulatoire sur le parcours avec un cas. Vous savez, le parcours, c'est Yamakasi, c'est ces gens qui sautent sur les façades d'immeubles, de toit en toit, etc. Et donc, on a deux jeunes géographes qui travaillent sur ces questions et qui vont nous emmener dans Saint-Dié à la découverte un petit peu de la ville de Saint-Dié à travers le parcours. Eux-mêmes en feront un petit peu. Les plus casse-cou pourront peut-être essayer, mais bon, faites attention quand même malgré tout. Voilà. Donc il y en a une quinzaine, je vous les donne pas tous, mais vous verrez que cette diversité d'ateliers est assez grande. Et puis David l'a beaucoup développé, mais on tient aussi beaucoup au territoire invité, Europe, qui occupe proportionnellement une part plus importante aussi que d'habitude, sans doute, de la programmation scientifique. Donc voilà, toutes les raisons d'actualité que David a données, je n'y reviens pas. Moi, je vais vous le présenter à travers le prisme d'une question assez classique en géographie, mais qui est sans cesse rejouée, renouvelée en fonction de l'actualité, à commencer en ce moment par le Brexit. C'est la question des limites de l'Europe. Faites l'exercice chez vous, vous prenez une carte de l'Europe sans aucune frontière, et puis vous essayez de délimiter l'Europe. Alors, est-ce que vous allez inclure l'Islande? Est-ce que vous allez inclure les pays du Maghreb? Est-ce que vous allez désormais inclure la Grande-Bretagne? Est-ce que vous allez aller jusqu'à Israël? Parce que Israël fait par exemple partie du Conseil de l'Europe. Toutes ces questions, de la façon dont on étend ou pas les limites, ce sont des questions politiques sur ce qu'on veut comme projet européen pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et donc voilà, ça fait 30 ans, 40 ans que les géographes travaillent cette question. Le géographe Michel Fouché, par exemple, qui avait consacré des textes il y a, je dirais, une vingtaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Il sera invité au festival et on réinvestira cette question.
Et puis, on travaillera l'Europe à toutes les échelles, puisqu'on va évidemment s'intéresser aussi aux Vosges et au Grand Est. Donc, on a une grande table ronde intitulée « Le Grand Est, région européenne », voir comment l'échelle locale est aussi importante pour penser la construction européenne. On s'intéressera aux enjeux de transition écologique en Europe. Il ne vous a pas échappé que l'Europe travaille à son Green Deal, à son plan de relance à travers les questions écologiques. Ça touche aussi la politique agricole commune et ce qu'on va donc manger et la façon dont on va le produire. Donc tout ça sera évidemment abordé. Et puis on n'oublie pas les expositions. Il y a une grande exposition en partenariat avec le CNES, Géoimage et l'Éducation nationale sur les frontières de l'Europe vues du ciel. Voilà, donc ça fait une somme de directions assez riche pour aborder ce grand territoire dont on fait partie et dans lequel on peut se sentir parfois un peu perdu. On essaiera de remettre ensemble des repères. Et on va parler d'autres nouveautés, puis du programme festif et culturel aussi du festival avec la directrice du festival, Victoria Caps. Et je vais faire comme David, je vais remercier chaleureusement Marion pour son implication et Victoria, avec qui c'est un plaisir de travailler au quotidien sur la programmation et l'organisation de ce FIG. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Merci David Valence. Je suis très heureuse de vous présenter cette 32e édition qui aura lieu maintenant dans à peu près 3 semaines. Je vais forcément commencer mon discours en remerciant chaleureusement le CNL de son accueil et de sa fidélité. Et j'en profite aussi, David Valence le disait, de remercier chaleureusement la nouvelle présidente Régine Chondeau qui sera présente au festival et qui participera à une rencontre intitulée « Donner corps aux héros de papier » avec, entre autres, Didier Deninx et Nicolas Mathieu. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir dans ce cadre-là le CNL. Je remercie bien évidemment la ville de Saint-Dié et M. David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges également, un grand partenaire, la région Grand Est, sans qui vraiment tous ces partenaires nous ne pourrions pas être là aujourd'hui, l'Éducation nationale, le département des Vosges, et bien sûr encore tous les mécènes qui sont toujours fidèles et qui participent à cette construction du festival. Voilà, donc je vais continuer. On a dit déjà beaucoup de choses sur les nouveautés ou sur tout ce qui se passera à côté de toutes ces 176 rencontres. Quelque chose qui me tient à cœur, une petite nouveauté, c'est cette année tous les prix, les bandes dessinées sélectionnées dans le prix du cadre Amerigo Vespucci. Tous les auteurs de ces bandes dessinées, donc 6, seront présents. Et nous allons proposer des mini-conférences qui s'intituleront Géographie et bande dessinée. Donc, auteur qui sera face à un géographe pour mettre en relief l'aspect géographique d'une bande dessinée. Donc voilà, on va parler de voyage, de découverte, on va parler de flux migratoires, voilà, tous les aspects géographiques que nous pouvons retrouver dans une bande dessinée. Ça, c'est une nouveauté qui nous tient vraiment à cœur et qui met un peu aussi la littérature en relief. Donc la BD sera très présente cette année au festival. Une exposition aussi, toujours pour remercier la BNF, qui reste également un partenaire fidèle. La BNF, qui est résolument engagée en faveur de la discipline géographique, vient encore nous présenter, grâce au soutien du musée Pierre Noël, une exposition sur l'Europe. Voilà, donc exposition visible évidemment pendant les 3 jours du FIG et encore quelques mois au musée Pierre Noël à Saint-Dié. Ça, voilà, c'est encore une preuve que nos partenaires sont vraiment très importants et je les en remercie énormément. Comme vous avez pu voir l'affiche, nous avons un danseur qui un peu magicien avec ses étoiles de l'Europe. Donc la danse sera très présente pendant le festival. David Valence l'a dit, le ballet national de Lorraine sera là le samedi soir et c'est assez exceptionnel. Nous sommes vraiment très heureux de les accueillir. Et il y aura également 3 autres ou 4 autres spectacles de danse pendant le festival. Donc voilà, c'est le corps, la danse,
C'est vraiment aussi un moment plutôt émouvant, puisque dans le spectacle vivant, alors on aurait pu aussi choisir et faire un focus sur le cirque. C'est vrai que le corps et le spectacle vivant, de toute manière, voilà, il y avait vraiment énormément de corrélations à faire. Voilà, je pense que pour le reste, il faut venir, vraiment. Il faut venir découvrir tout ce qu'on peut vous proposer. En tant que directrice et coordinatrice du festival, je me suis obligée de vous faire un petit message concernant le pass sanitaire. Voilà, c'est normal, la question se pose. Il sera évidemment obligatoire. Nous allons essayer d'organiser énormément de festivaliers, énormément d'intervenants, puisque donc 176 rencontres, ça veut dire au moins 300 intervenants, et plus les festivaliers. Donc nous allons faire un système de pass sur 3 jours, contrôle des passes sanitaires, avec en échange un bracelet. En fait, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus régulièrement, même la SNCF fait ça, ou dans les campings, ou dans les hôtels, ce qui permettra de contrôler les personnes une fois sur 3 jours pour les gens qui restent. Il faut savoir que 50% de nos festivaliers restent minimum 3 jours. C'est vraiment, on a fait un petit sondage l'année dernière et c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué et on était vraiment ravis. Les festivaliers viennent en moyenne 3 jours. Du coup, et on aura droit à un bracelet pour 3 jours et ça nous permettra d'être plus fluide et de faciliter les entrées sous les chapiteaux, dans les salles de rencontres. Et voilà, tout ça, ça va être mis en ligne rapidement pour expliquer aux gens comment nous allons procéder. Je vous remercie encore une fois. Je laisse la parole à Olivier Huguenot pour la présentation du Salon du Livre. Et en présentant Olivier, je me permets aussi de remercier Sarah Polacci, qui ne peut pas être présente, mais qui participe énormément au travail de la programmation dite plus littéraire. Et le festival étant un festival de croisement et de carrefour, évidemment, on croise aussi toute la programmation culturelle et artistique avec la programmation scientifique, géographique et littéraire. Et donc, il y aura des rencontres sur la danse aussi par des géographes. La pratique de la danse classique en banlieue parisienne le dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Une table ronde conçue par Sarah Polacci, mais il sera aussi une question un peu de géographie. Penser la danse. Ça, c'est le vendredi, si je ne dis pas de bêtises, de 14h à 15h. Donc, vous voyez, tout ça se croise dans tous les sens. Voilà, Olivier, à toi la parole. Merci Thibault, merci à tous. Alors, tu as raison, Victoria, de remercier Sarah, qui a largement, Sarah Polacci, donc conseillère littéraire depuis quelques années, et qui a largement contribué au programme à la fois littéraire, mais aussi au programme scientifique, puisque depuis des années maintenant, je crois qu'on peut dire que le mariage entre la géographie, les géographes, les scientifiques, et les littéraires, les romanciers, voilà, c'est acquis. C'est acquis, le travail et de concert. Je voudrais reprendre le mot que David Valence a utilisé dans son mot introductif, c'est le mot d'évolution. Effectivement, cette manifestation, elle évolue, et je voudrais lui associer le mot aussi de renouvellement et de diversité. Le renouvellement, on a les fondamentaux au FIG et à Saint-Dié, et au Salon du Livre en particulier, et cette année, la particularité, c'est le rôle à la fois de l'édition jeunesse, et aussi c'est très emblématique que Catherine Dolto soit présidente du Salon du Livre. Alors Catherine Dolto, 2 mots, elle est orthothérapeute, elle est médecin, et là, orthothérapeute, vous savez, c'est la science de l'affection, c'est comment on se comporte avec les enfants pour être mieux. Et là, d'ailleurs, en particulier, c'est à ce titre-là qu'elle sera présente sur le stand Gallimard Jeunesse, son éditeur, autour d'une collection, puisqu'elle est éditrice, mine de rien, sur les bobos, sur les mots. Vous savez, elle a largement contribué avec sa maman Françoise Dolto, quand Françoise Dolto, vous savez, a créé Lorsque l'enfant paraît. C'est important. Donc, renouvellement et... Pour citer quelques chiffres, on a toujours 80 éditeurs qui se sont bousculés cette année pour revenir. On a un espace jeunesse beaucoup plus important. On a 12 nouveaux éditeurs jeunesse qui sont là. On aura des illustrateurs. Alors, comme le disait justement Victoria, associé à la bande dessinée, vous savez, c'est un peu une image qu'on donne de l'évolution aussi des catégories dans l'édition française, que ce soit le
pour les adolescents, pour les jeunes, les faire venir à la lecture, quand ça passe par la bande dessinée, quand ça passe par le manga, c'est important. Et j'en profite, on est au CNL, et le CNL met l'accent sur cet aspect, très, très important. Donc je le disais, les fondamentaux des éditeurs renouvelés, on a un volet d'une centaine d'auteurs. C'est pas la peine, par un temps on avait 140, 150, ça se bouscule, il y a moins de place. Tous les auteurs, la particularité, c'est que tous les auteurs interviennent en lieu et place sous différentes formes. Ils interviennent à côté de géographes, de sociologues, d'historiens. Ils donnent leur vision de romancier. Parce que le roman, c'est important. Vous savez, il y a des questions qui sont abordées dans les romans. Le public comprend mieux la problématique sous cette forme-là. Je prendrai l'exemple du livre de Fotorino de la rentrée littéraire Mohican qui vient de sortir, que je vous conseille tous. Éric Fotorino sera présent à plusieurs titres sur Saint-Dié. C'est en définitive comment, à travers la vie de deux paysans, un père et un fils, comment on s'inscrit dans la modernité en chassant, si vous voulez, toute l'époque où les paysans ont travaillé avec des pesticides. Et là, on arrive à une nouvelle génération qui prend conscience qu'il faut avancer. Voilà, donc l'exemple d'Éric Fotorino qui sera là. Alors bon, je vais pas monopoliser la parole, mais une centaine d'auteurs autour aussi, donc d'éditeurs de géographie, de géographes qui seront présents au Salon du Livre pour signer, présenter leur bouquin. On a alors, je l'ai dit, les grandes figures au Fotorino, on a Azouz Bega qui revient, on a Memona Interman aussi, grande figure pour les grands entretiens. Un mot, on a Olivier Weber. Olivier Weber, on l'a évoqué, il est à la fois journaliste, mais surtout grand reporter. Et je voudrais mentionner sa présence, il sera là peu de temps, mais il va intervenir en plusieurs occasions. Il sort, c'est le hasard qui a voulu cette chose, il sort un livre aux éditions de l'Aube qui s'appelle Massoud, le rebelle. Donc il aura l'occasion de s'exprimer là-dessus. Il s'exprimera aussi avec d'autres géographes sur les chaos du monde, sur ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et puis d'autres romanciers, d'autres historiens. Un mot sur une rencontre. Réensauvagé nos vies, dont vous aurez le plaisir, vous avez sûrement entendu parler au printemps dernier, vous savez, de l'enfant chevreuil. Geoffroy Delorme qui s'est fondu avec les chevreuils dans la forêt, donc il nous parlera de son expérience dans cette belle affiche avec deux romanciers, Violaine Béraud et Jean-Paul Didier Laurent. C'est difficile de vouloir tout dire en synthétisant, il y a tellement de choses, je peux qu'encourager à aller sur le site, à noter et à aller écouter, voir, entendre. Une particularité, ce sont les lectures. Vous savez, c'est important. On parle de livres, on les lit de manière très personnelle, et puis à un moment donné, on se met assis dans un fauteuil, et puis on écoute. Et moi, je suis très heureux, de manière perso, j'ai adoré le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, que je vous conseille tous. C'est un livre majeur des 10 dernières années, c'est un livre majeur au moment où ce procès se tient. Il tient dans l'idée que Philippe Lançon donc, a été détruit, je le rappelle, il était dans les attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, c'est l'histoire de sa reconstruction, en particulier à l'hôpital. Il nous donne un ouvrage majeur, et c'est Olivier Dautrey, qui est comédien, qui lira cette œuvre. Alors d'autres rencontres, j'en cite quelques-unes. Il sera question des vieux aussi, de nos aïeux, ces héros. On a aussi, alors Victoria en a parlé, j'y suis sensible, c'est la rencontre un peu CNL, donner corps aux héros de papier, avec tout de même Deninx, Nicolas Mathieu. Et puis on est très heureux, en particulier nous les libraires, d'accueillir Regina Chando pour cette belle manifestation. Le vendredi, c'est aussi pour nous l'occasion de mettre en avant, vous savez, ce thème un peu géopolitique. J'en ai déjà parlé avec Éric Fotorino, qui est un spécialiste avec son journal Le 1.
Mais on a la présence de Pascal Boniface, qui est aussi géopolitologue. Et puis, comme Thibault en a parlé, on a aussi Michel Fouché, qui est maintenant un incontournable du festival. Voilà. Et puis, je voudrais terminer en citant tout de même l'éditeur invité d'honneur. C'est une habitude au festival. Donc, cette année, le choix s'est porté sur les éditions du CNRS. Alors, ça peut paraître les centres nationaux de recherche scientifique, c'est un peu lourd comme ça. Mais au travers du CNRS, c'est aussi une maison d'édition qui a compris l'importance de la vulgarisation, c'est-à-dire de mettre à la portée de tous les sujets scientifiques et parfois difficiles. Et c'est ça qu'on voulait surtout mettre en avant. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je suis très heureux de vous accueillir pour ces 3 jours de festivités. Merci Olivier. Oui, on peut recommander notamment, sans faire trop de publicité, la collection à l'œil nu des éditions du CNRS, dont certains titres seront présentés pendant le festival et qui se veut une collection justement accessible à tous les âges. Donc voilà, ce sera l'une des présentations liées à la présence des éditions du CNRS. Eh bien, écoutez, on a fait un premier tour d'horizon. Vous allez pouvoir compléter tout cela parce que le pré-programme est en ligne depuis quelques minutes sur le site du FIG. Donc vous allez pouvoir regarder tout ça. Mais s'il y a dans la salle quelques questions ou précisions, on peut évidemment y répondre. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on a plutôt bien fait notre travail. Donc. Donc, la question était pour les personnes qui n'ont pas entendu en ligne, comment on choisit alors il faudra se munir du programme qui sera vendu et qui contient une carte de Saint-Dié avec tous les lieux répertoriés et qui est le meilleur allié du festivalier ou de la festivalière pendant les 3 jours. Et alors la réponse, c'est évidemment, il y aura forcément de la frustration, on nous le dit tous les ans, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps dans plusieurs lieux de la ville. Donc on ne peut pas assister à tout, il faut se créer des petits parcours, faire des choix en fonction des thèmes que l'on préfère. L'idée, c'est vraiment aussi que chacun trouve son propre itinéraire dans tout ce qui est proposé. Moi, je vous réponds sur la question des registres. On a des ateliers, des mini-conférences pour vraiment dédiées au jeune public qui abordent des problèmes dans des formats courts et dans des formats très simples. On a des grandes tables rondes d'1h30 avec 3 ou 4 personnes qui échangent sur un sujet, qui le rendent le plus accessible possible, qui l'actualisent en fonction de leur recherche, avec toujours un temps important dédié aux questions de la salle. On a des conférences de 3/4 d'heure par des spécialistes, qui peut parfois passer pour des conférences adressées à un public plus averti. Mais quand on regarde en fait les titres et les présentations, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'être géographe diplômé de licence ou de master pour y aller. En fait, il faut juste oser franchir le pas de la salle. Donc, dans cette diversité, c'est aussi les ambiances, les formats qui vont aussi pouvoir guider. Donc, si vous croisez vos thèmes de prédilection avec ces différentes ambiances, vous arriverez à faire votre parcours dans le festival. Vous avez accueilli combien de personnes, pas l'année dernière, qui était une édition particulière, mais en moyenne, vous accueillez combien de personnes sur la 30e édition, par exemple? On est toujours aux alentours de, entre 45 et 50 000 personnes, ça dépend des années, pour l'ensemble des manifestations du festival. Bien sûr, il y a cette diversité et ce déplacement d'un site à l'autre. Pour ce qui est des personnes qui assistent physiquement aux tables rondes, aux conférences, on dépasse souvent presque toujours les 10 000 et on est toujours plus près de 20 000 d'ailleurs en personnes qui assistent physiquement aux conférences. Donc voilà un peu pour donner une idée pour répondre aussi à votre question sur le choix. Évidemment, le choix il se fait aussi parce qu'il y a la géographie de la ville elle-même qui vous fera faire des choix. Alors la particularité de cette Athènes de la géographie que nous sommes pendant 3 jours,
c'est que c'est une ville qui est assez ramassée et qui est facile à parcourir à pied parce que les distances sont relativement limitées. Les lieux de conférence ne sont pas très éloignés les uns des autres. On est vraiment sur une ville qui, dans son centre, est très plate, dans un cadre qui est une espèce de cirque très ouvert, avec la montagne tout autour. Pour autant, bien sûr, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer à pied d'un point à un autre ou en vélo, il y a la solution du transport urbain. Il y a un transport urbain à Saint-Dié qui relie la quasi-totalité des sites où ont lieu les conférences du Festival international de géographie dans la ville. Et puis, il y a une dimension sur laquelle je souhaitais insister au titre de la communauté d'agglomération, qui, je crois, est le 3e partenaire du festival sur le plan financier, c'est que ce festival, c'est aussi un festival du territoire. Et il y a la ville de Saint-Dié-des-Vosges, évidemment, où se passe l'essentiel des manifestations. Mais dès le début du festival, nous avons souhaité rayonner sur l'ensemble du territoire du massif vosgien. Et donc, il y a des projections, des conférences projetées, on peut appeler cela comme ça, qui ont lieu parfois dans des tout petits villages de notre territoire, parfois dans des villes plus importantes comme Remiremont ou Gérardmer, mais parfois dans des petites communes, de façon à pouvoir amener des thèmes du débat géographique et public au plus près des citoyens. Et donc, cette année encore, il y a une vingtaine de décentralisations dans d'autres communes qui, elles, sont reliées à Saint-Dié-des-Vosges, soit par le réseau de transport interurbain, soit par un réseau de transport à la demande. Donc voilà, il y a toujours une solution pour pouvoir se rendre dans ces espaces, même quand on est d'abord à Saint-Dié-des-Vosges pour l'essentiel des manifestations. Mais c'est vrai, je terminerai là-dessus, qu'il faut faire des choix, et c'est toujours des choix douloureux, parce qu'on les fait pour partie aussi en comptant les temps de déplacement. Mais à tous ceux qui se sentent un peu frustrés, je rappellerai ce mot d'André Gide: avant le choix, on est plus riche, mais après le choix, on est plus fort. Donc vous serez plus fort d'avoir choisi. Et pour conclure, ça me permet de rebondir en disant que, comme l'année dernière, il y aura environ une quinzaine de rencontres ou de tables rondes qui seront filmées, qui ne seront pas en live pour le coup, mais qui seront très vite diffusées sur notre chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ce qui permet aussi au festival de garder en mémoire quelques grandes rencontres. Notamment aujourd'hui, vous pouvez voir quelques rediffusions des thèmes de l'année dernière et de l'année précédente. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toutes et tous. On va se quitter avec les mots de Georges Vigarello, donc le président de cette 32e, je retarde d'un an, de cette 32e édition du festival, qui va nous livrer un petit peu sa vision de ce programme et partager son enthousiasme. Nous aussi, notre enthousiasme, vous l'avez vu, est entier. Donc, lisez bien le programme, fabriquez vos parcours et vos itinéraires. Et on se retrouve du 1er au 3 octobre 2021 à Saint-Dié, comme tous les ans. Merci. Bonjour. Alors, je suis très fier d'être impliqué dans ces rencontres de Saint-Dié. Je le suis doublement parce que je considère que ces rencontres, traditionnellement, sont très importantes. Elles brassent à la fois beaucoup de questions et beaucoup d'interventions. Et je suis aussi très fier parce qu'elles portent sur un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps et qui me paraît important, et qui est le sujet du corps. Alors peut-être faut-il s'attarder quelques instants sur le sujet avant de prendre quelques exemples. Pourquoi ? Parce que souvent on considère le corps dans le cadre, au fond, de l'affrontement âme et corps. Et dans ce cas, évidemment, le corps est toujours à la traîne, c'est celui qui perturbe, c'est celui qui ralentit la réflexion, c'est celui qui, au fond, joue le rôle d'obstacle. Dans ce cadre-là, c'est très difficile de réfléchir à la question du corps. Or, je pense qu'il faut prendre une autre voie, qui est celle précisément prise par les rencontres dont nous parlons. Il faut prendre une autre voie. Qu'est-ce que c'est que cette autre voie ? Le corps, c'est le lieu où l'on se représente sa propre présence, sa propre activité, sa propre mise en scène. Et ça entraîne des considérations absolument illimitées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire se représenter ? C'est se mettre en scène, c'est avoir des rapports avec la forme, c'est avoir des rapports avec le dynamisme, l'activité, c'est avoir des rapports avec la façon dont on se perçoit, la façon dont les autres se perçoivent. Et du coup, ça entraîne, vous le voyez très bien, des considérations, je le répète, infinies. Exemple, est-ce qu'on est sensible à la grosseur ou pas du corps ? Exemple, est-ce qu'on est sensible à la dynamique ou pas ? Exemple, est-ce qu'on est sensible au phénomène de la douleur ou pas ? Et dans chaque cas,
cette sensibilité renvoie à des phénomènes de culture. C'est ça qui est très important. Par exemple, des cultures se différencient fondamentalement entre l'avantage donné à la grosseur ou l'avantage donné à la minceur et au dynamisme. Je prends un exemple très simple. La femme traditionnelle, c'est une femme que l'on peut considérer comme étant relativement enrobée, relativement lente, centrée sur la question de la gestation, centrée sur la question, au fond, de l'intérieur, de l'entre-soi. Or, la femme d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est un autre corps. C'est un autre corps. C'est un corps dynamique, c'est un corps tendu, c'est un corps tonique, c'est un corps actif, c'est un corps qui bouge. Pas du tout de beauté hiératique, mais au contraire, une beauté qui bouge, qui est en mouvement, une beauté qui est ressentie, qui est travaillée sur le mode du rythme, et à la limite sur le mode de la musique. Et dans chaque cas, nous sommes dans des cultures différentes. Or, c'est ce thème-là qui est au cœur, à mon avis, des rencontres de Saint-Dié, et c'est cela, à mes yeux, qui les rend passionnantes. Je voudrais prendre 3 exemples, très rapidement. Dans le cadre de la géographie, un premier exemple, c'est évidemment celui de la frontière. C'est-à-dire celui qui porte sur ceux qui sont au-delà et ceux qui sont en deçà. Or, de ce point de vue, le travail sur le corps montre un certain nombre d'objets, un certain nombre de repères absolument fondamentaux, qui sont d'ailleurs à la fois à repérer sur le mode historique et sur le mode géographique. Sur le mode historique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les sociétés anciennes, ceux qui ont de l'autre côté, ceux qui sont ailleurs, ce sont souvent des barbares, ce sont des grossiers, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas leur corps. Parfois même, ce sont tout simplement des monstres. Quand vous travaillez là-dessus, vous voyez que, au fond, existent dans cet au-delà des hommes dont la tête est fondue à l'intérieur de la poitrine, par exemple. Existent des hommes qui marchent de façon absolument ridicule parce qu'ils n'ont qu'une jambe, etc. Et puis, si vous continuez à travailler sur le thème du temps, tout en vous posant la question de la frontière, vous voyez que on commence à prendre en compte, sans véritablement leur donner de la valeur, à ceux qui sont au-delà. Alors ceux qui sont au-delà, c'est plus des monstres, mais ce sont des gens dégénérés. Ce sont des gens qui n'ont plus l'énergie, qui n'ont pas l'énergie qu'ont les hommes du centre. Exemple, vous lisez Buffon et que voyez-vous? Vous voyez que sur l'épaule, ils sont dégénérés, ils vivent dans le froid, ils sont rabougris, ils sont petits, ils ont des gestes absolument contraints. Au contraire, du côté de la chaleur, lorsque vous descendez sur l'équateur, ils sont brûlants, ils sont mous, ils ont les chairs complètement flasques. Et vous voyez bien, une fois encore, que la géographie parle quelque chose qui est de l'ordre du corps, et le corps parle quelque chose qui est de l'ordre de la culture. On pourrait continuer, prendre des exemples plus récents. La frontière, dans un exemple plus récent, évidemment, ne sépare plus les monstres et ceux qui ne le sont pas, ne sépare plus les dégénérés et les générés, mais sépare ceux qui ont des ethnies différentes, ceux qui peuvent avoir des odeurs différentes, ceux qui peuvent avoir des crispations différentes, des excitations différentes. Et là encore, il y a une manière, à travers la frontière et à travers le corps, de valoriser ou de dévaloriser les individus. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y a un autre exemple qui est très présent d'ailleurs je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 interventions sur le sujet, qui est très présent dans les rencontres de Saint-Dié. Quel est cet autre exemple? Ce sont les limites intérieures. Vous avez les limites extérieures et vous avez les limites intérieures. Est-ce que je peux aller au-delà de ce que je suis? Or, on voit bien qu'il y a une image traditionnelle qui est celle qui interdit toute utopie à partir du corps. Le corps, c'est le lieu où je suis et je ne peux rien y changer. C'est Dieu qui m'a fait et je ne peux pas y toucher. Or, toute l'histoire de l'Occident montre bien entendu qu'il s'agit au contraire de toucher, qu'il s'agit de travailler, qu'il s'agit de transformer, qu'il s'agit de faire progresser le corps. Et la société occidentale, de ce point de vue, est extrêmement intéressante parce que pendant longtemps, elle est figée sur ce que j'appellerais l'impossibilité de se transformer, et puis progressivement, elle entre au contraire dans une vision, dans un projet qui consiste bien sûr à se transformer. La grande idée du XVIIIe siècle, chez Rousseau par exemple, c'est se perfectionner, c'est aller au-delà. La grande idée du sport aujourd'hui, c'est aller au-delà. La grande idée du maquillage aujourd'hui, c'est faire de soi quelqu'un qui est artistiquement construit, avec sa propre individualité. Et là encore, on voit bien que d'une période à l'autre, la culture est radicalement différente, mais on voit aussi qu'à partir de ces repères, on peut juger des sociétés qui sont totalement différentes et qui vivent leurs propres limites différemment. Ça, c'est un second exemple auquel personnellement je tiens beaucoup, parce qu'il révèle à la fois de l'histoire et il révèle une fois encore de la géographie. Puis il y a un troisième exemple qui me paraît très important aujourd'hui, c'est celui du genre, c'est celui de la différence entre hommes et femmes. Et on voit bien
que de ce point de vue se différencient radicalement les cultures. Je prends un exemple qui m'a toujours personnellement saisi. C'est celui d'un travail magnifique qui a été fait par Elisabeth Handman sur une société grecque dans les années 60. Que constate-t-elle? Société rurale, près de la mer, mais centrée sur la question de la vigne, centrée sur la question de l'horticulture, etc. Que constate-t-elle? Elle était surprise de voir que les personnes, les femmes, suspendent sur les fils pour que sèche leur linge, leur slip, leur drap, leur chemise, etc. Et qu'elles sont très fières si le slip est particulièrement large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce qui est important, c'est le fait que on ait affaire à des femmes qui soient précisément centrées sur la gestation, sur les enfants, sur l'immobilité, sur le fait, au fond, d'être la dame de la cuisine, avec la centration sur la nourriture, celle qui fait en sorte de faire gober la nourriture aux autres, et son prestige tient à son extraordinaire largeur. Et une fois encore, à partir du moment où vous changez de culture, vous pouvez parfaitement changer de corps et changer de signification, changer de sens, changer de valeur que vous donnez à la fois au corps et à votre culture. C'est le cas évidemment des femmes d'aujourd'hui dans nos sociétés. Mais il y a une charnière que je trouve très importante et qui a été magnifiquement montrée dans un texte de Michel Perrault qui s'appelle tout simplement « Sortir ». Sortir, c'est une conquête. On le voit bien aujourd'hui dans des sociétés où la femme est interdite de sortir. Et la première conquête, c'est la possibilité de sortir. Et il y a une rencontre que je trouve absolument passionnante dans le colloque à venir, qui porte sur la conquête de l'espace public. Et effectivement, l'histoire, à mon avis, du corps féminin, c'est celle d'une conquête qui consiste à la fois à occuper l'espace public, à être accepté dans l'espace public et à réussir dans l'espace public. Et une fois encore, dans ces cas-là, vous voyez bien que se différencie des cultures dans le temps et se différencie des cultures dans la géographie. Dernière remarque à laquelle je tiens sans doute le plus, c'est la suivante. Le corps, dans sa mise en scène, dans sa perception, dans l'image qu'il donne, est fondamentalement un révélateur de culture. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, j'étais un peu long, mais en tout cas, une fois encore, ça montre à quel point je tiens à participer à ces rencontres. Je vous donne rendez-vous pour des débats qui, déjà sur le papier, se révèlent absolument passionnants.